voudrais d'abord signaler une regrettable erreur dans le programme du colloque, parce que là, malheureusement, l'intitulé, le vrai intitulé de ma communication n'a pas été imprimé. Hein. Je n'ai rien à voir avec la Chine, les socialisme en Chine. Alors, c'est une erreur de frappe, évidemment, malencontreuse. Donc, c'est pourquoi je voudrais vous dire le vrai intitulé de ma communication, qui est quelle perspective politique et morale pour l'écosocialisme aujourd'hui. C'est ça. C'est dommage que ça a été gommé dans le programme. Volontairement ou involontairement, involontairement. Voilà, je vais essayer de faire le point sur l'écosocialisme. Malgré le déclin de la social-démocratie, dont a parlé juste mon collègue américain, et des partis communistes traditionnels à l'échelle européenne, depuis la chute du mur de Berlin en 1989, le courant dit écosocialiste, qui est né à l'intersection du socialisme et de l'écologie politique, fondé en 1990 par David Pepper en Angleterre, et promu et animé en France, principalement donc par André Gortz, puis par mon ami Michael Lowy, il n'a cessé de se développer et de croître quand même ces dernières années, en dépit de tous les revers subis par la gauche dans ses différents courants et familles, et en dépit de la politique rétrograde imposée par le néolibéraux conservateur un peu partout, non seulement en France, en Allemagne et en Italie. C'est sans doute le résultat de l'attractivité accrue de ce courant, se définissant à la fois comme un courant de pensée et un courant d'action politique, malgré ses progrès pendant les dernières années, demeure toujours, bien sûr, un courant minoritaire, au sein même d'un mouvement écologiste divisé en plusieurs branches, à savoir, un courant d'écologie scientifique, 2, un courant écolo-centriste, voire écolo-libertaire, libéral, Europe Écologie, etc. 3, ce que Philippe Cancuf appelle un courant d'écologie politique de la pluralité et de la fragilité. Et quatrièmement, un courant écologique fondamentaliste. Et face à ces 4 courants prédominants, le courant écosocialiste s'affirme donc nécessairement comme le 5e courant de l'écologie politique, défiant les 4 autres courants, à savoir comme une tentative originale d'articuler les idées fondamentales du socialisme marxiste avec les acquis de la critique écologique. On a très justement souligné Michael dans l'un de ses articles. Donc mon propos est exposé brièvement, dans le temps restreint qui m'est réparti. Les perspectives politiques et éthiques de ce courant, dont je souhaite vivement qu'il se transformera rapidement en un mouvement écosocialiste de grande ampleur, intervenant dans les grands débats politiques contemporains. Voilà, mouvement écosocialiste, abbrévié MES. Donc face aux difficultés les plus fragiles des autres courants, et surtout grâce à la conscience de crise généralisée qui s'est manifestée depuis octobre 2008 et la crise dite des subprimes, la tendance écosocialiste, avec ses propositions concrètes, articulant les objectifs de la révolution verte avec les exigences politiques et sociales et morales du socialisme, a pu se développer davantage ces dernières années en réunissant à diffuser ces idées, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi, ce qui compte surtout, à l'échelle mondiale, en pénétrant de plus en plus dans une opinion publique de plus en plus sensibilisée pour les questions écologiques. La preuve, la conférence sur le climat à Copenhague, où Michael a distribué le manifeste écosocialiste avec un grand succès. Donc ce mouvement ascendant doit en effet sa dynamique non seulement à la popularité provocante de certaines propositions écologistes, comme par exemple celle préconisant la décroissance ou celle
revendiquant l'abandon du productivisme pour nos sociétés de consommation, mais aussi au manque d'imagination dont les leaders des grandes formations traditionnelles de la gauche faisaient preuve, font toujours preuve d'ailleurs, pendant de longues années, en matière d'écologie, jusqu'au moment où il fallait rectifier le tir face à une pression de plus en plus forte venant de l'extérieur et notamment des Verts. Évidemment, les échecs et revers électoraux subis par les partis socialistes et sociaux-démocrates pendant la période 1990 à 2010 ont conditionné non seulement l'ascension irrésistible des Verts et d'Europe Écologie, mais aussi le développement de courants écologistes plus radicaux, simultanément inspirés du marxisme et de l'écologie politique, comme par exemple du courant éco-socialiste, notamment en Angleterre et en France. Et ce courant s'est aussi frayé son chemin, lentement mais progressivement, en Allemagne, déjà depuis les années 80 avec Rudolf Pavel, et aux États-Unis, avec Joël Covel, que je regrette qu'il n'est pas parmi nous aujourd'hui, il devrait être là. De toute façon, il est là dans nos esprits, dans notre conscience. Donc, comme représentant donc, le plus radical de ce courant éco-socialiste aux États-Unis. Donc, finalement, on ne peut que se féliciter, je pense, du fait qu'à une époque où la globalisation capitaliste néolibérale a visiblement atteint ses sommets, l'hégémonie exercée par la mondialisation commence à se fissurer et à atteindre les limites. Et la prise de conscience que nous sommes maintenant entrés d'une manière irréversible dans l'ère de l'urgence écologique. L'ère de l'urgence écologique absolue, pourrait-on dire, et fait des progrès substantiels en se manifestant pratiquement dans la conscience commune, maintenant comme une donnée et un fait irréfutable. Et oui, c'est un fait plus ou moins incontestable qu'au fil des dernières années, une conscience écologiste s'est de plus en plus imposée et installée dans de larges secteurs de notre société, et que celle-ci dépasse même de loin les structures organisationnelles proprement dites des organisations écologistes traditionnelles. Et c'est principalement la prise de conscience de la nécessité absolue d'un changement, d'une modification radicale du rapport de l'homme à la nature, de la nécessité de mesures draconiennes et efficaces destinées à réduire la pollution et l'émission des gaz à effet de serre, de la nécessité de substitution des énergies fossiles par de nouvelles énergies renouvelables non polluantes, de la nécessité de la protection de l'environnement, de la nécessité d'organiser à long terme l'économie autrement, c'est-à-dire selon des critères opposés au productivisme et au principe capitaliste d'optimisation du profit et d'accumulation du capital, et d'entamer aussi un processus de transformation réelle de la société en général, en tentant de réduire l'écart entre les riches et les pauvres, entre les privilégiés et les sous-privilégiés, avec comme finalité et but la construction d'une société plus égalitaire, substituant à long terme celle fondée sur l'égoïsme, l'argent et la propriété privée. Il est évident que cette transformation écologique et sociale n'est pas possible sous les conditions du maintien du capitalisme, mais seulement de la perspective de son dépassement. L'écosocialisme est donc la seule voie pour y aboutir si l'on veut empêcher d'autres issues beaucoup moins convaincantes de la crise, comme par exemple donc, le développement d'un éco-capitalisme instituant sans aucune rupture avec le système capitaliste et sa logique, des réformes écologiques bien limitées, sans pour autant toucher à la logique et aux structures mêmes du système du profit destructeur de la nature, de l'environnement et des richesses naturelles. En bref, toutes les stratégies réformistes proposées d'un éco-développement, ça à la conférence de Stockholm en 1972, ou celle de Rio de Janeiro, le sommet de la Terre en 1993,
visant la réduction de l'écart nord-sud, la réduction de la consommation des ressources dans la sphère nord et la lutte contre la pauvreté dans les pays du Sud, ça s'inscrit en effet dans le projet global du développement durable qui certes vise aussi la réduction des inégalités du développement et qui ne met aucunement en cause les mécanismes du capitalisme mondial qui ont généré tous ces maux. On peut donc considérer que l'éco-développement proposé, par exemple dans le cas de la cueillette, n'est aucunement une alternative viable à l'éco-socialisme. Et surtout, cela n'a pas empêché que dans les années 80, les pays du Sud sont devenus les victimes plutôt que les bénéficiaires de la globalisation, de l'économie néolibérale mondiale. Donc, je viens d'évoquer l'urgence écologiste. Il suffit de regarder quelques chiffres et statistiques pour comprendre à quel point la situation écologique de notre planète est vraiment devenue dramatique sur tous les aspects pendant les 3 dernières décennies. Pour des raisons de temps, je ne peux pas vous donner ces chiffres, ces statistiques, etc. Mais évidemment, comme Joël Cobel l'a si bien montré dans son livre « The Enemy of Nature », nous courons tout droit vers la catastrophe si cette logique capitalistique n'est pas radicalement renversée, c'est-à-dire si l'on ne choisit pas une voie radicale pour sortir de la crise écologique et environnementale. Et cette voie radicale ne peut être que l'éco-socialisme. Donc si l'éco-socialisme est égal, comme le souligne mon ami Michael, à une tentative originale d'articuler des idées fondamentales du socialisme marxiste avec les acquis de la critique écologique, il ne peut s'affirmer efficacement dans la durée et dans le temps qu'en tant qu'éthique radicale, il comporte évidemment la revendication de l'instauration d'une démocratie authentique, élargie à la sphère économique, et celle d'une transvaluation des valeurs traditionnelles et dominantes du capitalisme, fondée sur la volonté d'accumulation et d'appropriation privée du capital et du profit, la propriété, l'individualisme, etc. Donc ces contre-valeurs sont nécessairement les valeurs du socialisme, fraternité, égalité, justice sociale, complétées par les valeurs écologiques, en un sens restreint, à savoir la protection et la capacité donc, de l'environnement, la prohibition du gaspillage de l'énergie, le respect de la nature et de la vie sous toutes ses formes, la protection de la biosphère, la recherche des formes de vie plus adaptées aux conditions de notre postmodernité, le coopérativisme et la transformation du rapport traditionnel de l'homme à la nature. Par conséquent, cette éthique nouvelle doit nécessairement être fondée, non pas sur une heuristique de la peur, comme le suggère Hans Jonas, mais sur une conscience critique, apte à affronter le pouvoir économique, politique et idéologique des lobbies anti-écologiques au service des grands pollueurs, et à développer une solidarité à l'échelle nationale et internationale, avec toutes les victimes d'une politique anti-écologique, c'est-à-dire avec toutes les victimes d'une politique anti-écologique menée par les grands trusts et les intérêts du capitalisme international, notamment dans les pays du tiers-monde, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et cette éthique articulée a une conscience critique à l'égard de toutes les injustices et tous les crimes commis contre la nature n'est pas fondée comme, par exemple, l'éthique kantienne sur un impératif catégorique exigeant l'application de la maxime de la volonté aux lois d'une législation morale universelle. Elle n'est pas non plus fondée sur une éthique du devoir ou une codification morale d'origine théologique ou religieuse. Elle est, en son essence même, je le dis comme philosophe, conscience critique des dangers qu'encourt l'humanité pour sa survie, en raison précisément
de la pollution de nos villes, de la destruction progressive des écosystèmes et de menaces de plus en plus grandes pour la biosphère. Elle est par conséquent fondée sur la conscience utopique radicale de la nécessité d'une transformation importante et radicale de notre rapport à la nature et à l'environnement, et aussi de notre mode de vie traditionnel. Elle est aussi conscience critique et prise de conscience critique du fait indéniable que les changements inévitables qui sont devant nous font partie d'un processus de transformation radicale de la société, déterminé pour une grande partie écologiquement, débouchant nécessairement aussi sur un changement de civilisation. C'est la prise de conscience du fait que nous nous trouvons aujourd'hui déjà au seuil de ce changement radical. La mise en cause radicale du productivisme et de la croissance sans limite de la production industrielle en font partie. Comme le souligne à juste titre André Gortz, le sens de cette rationalisation écologique peut se résumer en la devise « moins mais mieux ». Son but est évidemment une société dans laquelle on vivra mieux en travaillant et en consommant moins. La modernisation écologique exige donc que l'investissement ne serve plus à la croissance, mais à la décroissance de l'économie, c'est-à-dire au rétrécissement de la sphère régie par la rationalité économique, sans restriction de la dynamique de l'accumulation capitaliste, et sa réduction par l'autolimitation de la consommation. Les exigences de la modernisation écologique coïncident avec celles d'un rapport nord-sud transformé avec la visée originaire du socialisme. Voilà, donc j'arrête. Très bien. Je passe maintenant la parole à mon ami Luis Martínez Andrade, jeune chercheur mexicain, doctorant à l'école de